Alors, pour notre entreprise VeloPlus, nous allons commencer à créer un autre nouveau cube. Alors, pour ce faire, on démarre avec un projet de type Analysis Services. Donc, on peut chercher assez vite les projets. Voilà. Et on va sélectionner un projet Analysis Services. On le nomme d'une manière qui va nous permettre de le retrouver. Donc, indiquez ça avec vos initiales, si vous voulez, ou un truc dans le genre, de sorte à ce que vous retrouviez votre projet sur le serveur. Une fois qu'il sera publié, ben, voilà, il y aura les 30 projets ou des étudiants. Donc si vous voulez retrouver le vôtre, si vous l'appelez tous VeloPlus, ça va être un petit peu difficile. Donc on crée ce nouveau projet et puis on arrive directement dans l'espace en fait Visual Studio avec les différents éléments à droite de la solution, la source de données, la vue sur cette source, les cubes, enfin le cube ou les cubes, les dimensions qui sont liées à ça. Et puis le reste, mining sur structure, c'est si on fait du machine learning en l'occurrence. Et puis role assemblies, et c'est ce qui nous permet de définir les propriétés au niveau du cube et des droits d'accès sur ce cube-là. On s'y intéressera pas cette année, en tout cas pas dans ce truc-là. Voilà, alors première chose qu'il faut qu'on fasse, une fois qu'on a commencé notre projet, il faut qu'on se connecte à une source de données. Donc on va créer une nouvelle data source. Nouvelle data source. Hop, new. Voilà. Et puis, dans le serveur, on va mettre srv. Oh, pardon, srvig corrigé 1. Et puis, on peut tester la connexion pour être sûr que tout fonctionne bien. Voilà. Et on peut sélectionner notre base de données. Et puis, c'est VeloPlus DW. On est OK avec notre connexion. Prochaine chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on définisse comment est-ce qu'on va se connecter à cette source de données. Et puis dans l'empreinte d'identité, en fait, l'idée c'est que le user qu'on va définir ici, c'est celui qui va être exécuté depuis le serveur Analysis Services pour se connecter au serveur SQL. Et donc, on peut le faire avec un user spécifique, si on a envie de répartir les différents cubes, en fait, ou les différents projets Analysis Services sur différentes bases avec des droits spécifiques, ou bien on utilise le compte de service, c'est-à-dire que le serveur Analysis Services va se connecter en tant que son user Windows directement sur sa base de données. Bon, ça nécessite qu'on donne les droits, bien évidemment, à ce serveur Analysis Services sur la base de données qui nous intéresse. Donc ça a été fait. Donc on peut utiliser le compte de service et on termine. Donc maintenant, on se retrouve avec une source de données qui est dans le projet. Prochaine chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on crée une vue sur cette source de données qui va nous permettre, en fait, comme un schéma, en fait, hein, d'avoir toutes les données, toutes les tables nécessaires pour notre projet. Donc, même chose, on part de la connexion qu'on vient de créer, forcément. Et puis, le plus simple, c'est de sélectionner la table de fait d'abord. Et donc, on va prendre Fact Finance pour notre premier exercice. On ajoute les tables qui sont liées. On voit qu'il nous manque la dimension temps. On va la rajouter à la main. Et donc, on va se retrouver avec le tab finance, account, organization, scénario et temps. Voilà, on a notre vue qui est prête. Et on peut double-cliquer dessus pour l'ouvrir et voir à quoi ça ressemble. Donc, on s'aperçoit qu'on a nos tables de fait finance avec dimension account, organisation, scénario qui sont bien liés ensemble. Après, on a un petit problème puisque la dimension temps est encore toute seule ici sur le côté. C'est pas très grave, on va faire la relation directement aussi. Donc pour faire une relation entre deux tables, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut qu'on sélectionne la table en question, enfin la table, la FK en question dans la table qu'on veut lier, et puis simplement qu'on glisse sur la clé ici derrière. Il a l'air de vouloir rentrer au bon endroit. Hop, vas-y. Date key. Je vois il l'a pas pris, donc non, il devrait le reprendre directement, mais sinon pas de problème, on peut le changer. Hein. Donc, Fact Finance, Date Key dans dimension temps, Date Key. Ok, on valide ça, c'est fait. Et si vous avez un doute, vous pouvez bien évidemment recliquer, double-clic dessus, et puis vous pouvez recontrôler ça. Voilà, donc maintenant c'est bon, j'ai préparé la relation ici. Mon schéma est bon. Maintenant, j'aimerais bien voir ce qui se trouve dans ma dimension temps. Donc, on fait un clic droit sur la table en elle-même. Et puis, Explore Data, ça va nous permettre d'aller faire une query de ce qu'il y a sur le serveur. Ici, on voit les différentes colonnes qui sont à disposition. Et puis, si on scrolle un petit peu, on va s'apercevoir, en fait, qu'au niveau de l'année, on a l'année,
en entier, en fait, en l'occurrence. Hein. Et puis, on a le label en anglais qui est là. Et puis, si vous regardez un peu dans le fichier, c'est le seul attribut, en fait, pour lequel on n'a pas de label en français. Hein, on les a à chaque fois en français et en anglais, sauf pour cet attribut-là. Donc, on aimerait bien rajouter ça, histoire aussi de voir ce qu'on peut faire dans cette vue, ces sous-données. Donc, on va créer un nouveau champ calculé. Donc, un clic droit sur la table, et puis on a un New Name Calculation. Et puis, avec ça, on va pouvoir créer notre nouvelle table, en fait, en l'occurrence, qu'on va appeler Calendar Year. Et puis, l'expression qu'il faut qu'on utilise pour ça, l'expression qu'on a besoin pour ici, en fait, c'est du SQL, en fait, hein, pour pouvoir combiner ces deux éléments. Et nous, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est concaténer, en fait, la string année en Unicode, en UTF-8, en l'occurrence, avec le N devant. Et puis, on va rajouter un espace, bien évidemment, et puis on va rajouter le calendar year key, qui est en fait l'integer de l'année, en tant que ncar4, et donc ça va nous donner en fait la string année, espace 2021 pour cette année. On est OK, on s'aperçoit qu'on a bien ce champ calculé qui a été créé, on peut refaire une exploration des données, et puis on devrait retrouver tout au bout de notre fichier la colonne qui nous manquait, et donc on a bien une dernière colonne ici, année 2005. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. On a year 2015 ici, année 2005 ici derrière, et puis on a pour l'année 2005. Parfait, donc on a tout ce qu'il nous fallait dans notre fichier ici. Donc maintenant on peut commencer à créer notre cube. On va l'enregistrer, notre schéma, voilà. On peut commencer à créer notre cube, donc même chose, clic droit sur le cube, et puis on fait un nouveau cube. Donc, la création du cube, même chose, assez simple. On va utiliser forcément des tables qu'on a déjà. On doit définir la mesure groupe table, donc la table avec les groupes de mesures. La table avec les groupes de mesures, c'est par définition la table de fait. On peut cliquer dessus, ou bien on peut simplement cliquer sur Suggest pour voir s'il la trouve. Ok, c'est pas trop difficile. Il l'a eu. Si vous avez des relations en flocon, des fois, il interprète ça un peu bizarrement, mais en l'occurrence, c'est facile. Ici, ce qu'on veut, c'est renommer notre table de sorte à ce que ce soit user-friendly. Donc, on va l'appeler Finance, tout simplement. Et puis ici, on a 3 mesures par défaut. Bon, Finance Key ne sert absolument à rien. Ensuite, on a Amount, c'était le montant qu'on voulait. Et puis, comme on l'a vu en classe, en fait, pour une table de fait, alors qu'elle soit avec fait ou sans fait, en fait, il nous rajoute automatiquement toujours une mesure Count. Donc, c'est très pratique pour les tables de fait sans fait. Et puis là, en l'occurrence, est-ce que ça avait du sens d'avoir un count pour les lignes de notre table de fait finance? Bah, ça nous compte le nombre de lignes dedans, ça ne fait pas tellement de sens. Hein. Forcément, pour des orders, ça ferait du sens pour plein de choses. Là, en l'occurrence, pour des lignes dans un livre de compte, pas trop de sens. Donc, on le désélectionne aussi, donc on garde que amount ici. Et maintenant, on a les différentes dimensions qui sont prêtes. Même chose, on va les renommer de sorte à ce que ce soit user-friendly. Donc, une dimension scénario, une dimension organisation, une dimension account et une dimension temps. Voilà, faites attention, on renomme la dimension, on ne renomme pas la table. Hein. Donc la dimension, c'est avec le petit symbole avec les trois flèches du cube. Si vous renommez la table, ben forcément, ça marchera moins bien. Voilà, le nom du cube, bon, on peut l'appeler juste Velo Plus, hein. Forcément il n'est pas Data Warehouse celui-là, donc je vais l'appeler Velo Plus tout simplement, et je fais OK. Voilà, donc ici à droite, je vois que j'ai un cube Velo Plus et j'ai 4 dimensions, scénario, organisation, account et temps. On remarque que la vue a changé, on a notre table de fait en jaune, les dimensions en bleu, on avait déjà vu cette manière d'identifier avec les couleurs qui a un standard Microsoft, hein, qui n'est pas du tout un standard global. Ok, donc maintenant on a notre premier cube en fait en l'occurrence, et puis on aimerait bien pouvoir déjà tester pour voir à quoi ça ressemble une fois qu'on déploie ce fameux cube là. Alors avant de le faire, une chose qui est très importante, il faut qu'on dise où on va le déployer. Donc pour ce faire, on a encore paramétré notre projet. Donc à ce moment-là, on va cliquer sur le nom de notre projet, donc le premier élément, et même chose, un petit clic droit pour aller éditer les propriétés. Et dans les propriétés, en fait, en l'occurrence, si on va dans le déploiement, vous allez avoir que la target du déploiement, c'est localhost. Et alors, à part si vous avez votre serveur, un serveur SQL en local,
Ça ne va pas marcher, donc réindiquer ici, SRV, IG, cours IG1, de sorte à ce que ça passe. On valide ça, et puis si on ne s'est pas trompé, si tout le reste est fonctionnel, on peut cliquer sur le déploiement ici. Ça prend un petit moment, puisqu'en fait, il va envoyer la structure du cube qu'on a préparée ici au serveur, donc sur SRVIG, cours IG1, dans l'instance SSAS. Et puis, à partir de là, il va aller se connecter au serveur Data Warehouse, récupérer les données, etc. Donc ici, c'est bon, on a un deploy successful. C'est bon, tout est vert, tout fonctionne très bien. Il a directement switché, on est passé dans la fenêtre, dans l'onglet, pardon, browser, toujours du tab cube en l'occurrence, mais avant on était dans la cube structure, on est passé dans le browser. Maintenant on voit rien, c'est normal en fait, puisque chaque fois qu'on va déployer, il faut qu'on se reconnecte à la base. Hein, on n'a rien du tout en local sur notre ordinateur, tout est sur le serveur. Donc on va utiliser cette petite icône, la troisième, pour faire reconnect. Et il va se reconnecter au serveur. C'est comme quand on est dans Excel et puis on fait refresh database. Voilà, on a ce qu'il nous faut. Donc maintenant, ce qu'on peut prendre, c'est notre scénario. Prenons la dimension scénario. Dans la tête des mesures, on n'a qu'une seule, forcément, c'est la mount. Tirons-le, et puis on exécute la query. Et on se retrouve avec scénario key 1, scénario key 2, et le montant correspondant. Bon, alors pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà, on voit, on a un cube qui a l'air de commencer à fonctionner. La chose qui nous intéresse, c'est de pouvoir le tester sur Excel directement. Alors, on peut faire une nouvelle connexion à un serveur SSAS dans Excel sans problème. Et puis, on peut aussi utiliser la petite icône ici, Analyze in Excel. On va lancer ça. Et ça va directement générer un fichier avec une macro qui va nous permettre d'établir la connexion et de créer un tableau croisé dynamique. Donc, avis de sécurité, on active la macro, sinon forcément, il ne va pas pouvoir faire son petit travail. Voilà. Et il nous crée automatiquement un tableau croisé dynamique qui est connecté à notre serveur. Et si on reprend ce qu'on a fait avant, scénario, on prend les scénarios key, on a bien 1 et 2, et puis si on prend amount, on a bien les mêmes résultats. Et on peut comparer maintenant qu'on a bien la même chose entre les deux. Voilà, on a les mêmes montants et on a les mêmes scénarios key. Bon, c'est pas mal, hein, pour dire qu'on vient à peine de commencer. Maintenant, ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on n'est pas 1 et 2, mais on est les noms des scénarios, forcément. Hein, c'est pas très parlant pour un utilisateur. Et de nouveau, regardez ici, en fait, à droite, pardon, on a bien les noms qu'on a définis. Hein. On a Finance, Account, etc. Donc, ça vaut la peine de les renommer, hein, puisqu'ici, ça ne s'appelle pas dim temps, dim truc, ce qui n'est pas tout à fait nécessaire en l'occurrence. Ok, donc maintenant, on a notre dimension. On aimerait bien qu'elle soit un petit peu plus parlante, dans le sens où on aimerait bien pouvoir avoir les informations correctes qui s'affichent, c'est-à-dire les labels corrects. Donc, comment est-ce qu'on va travailler avec ça? Première chose qu'on va faire, on va aller éditer cette dimension. Donc, on retourne dans l'onglet Cube Structure, dans la dimension Scénario, et puis là, on a Edit Scénario, ou bien même chose, on peut rouvrir depuis ici. Moi, je vais le prendre depuis là, voilà. Et ici, on se retrouve, on a changé d'onglet, on se retrouve dans l'onglet Scénario, Dim, avant on était dans Velo plus Cube, et là, c'est le schéma de la vue qu'on a. Ici, par contre, c'est un petit peu différent. Donc, on a la structure, on a les relations, les traductions, et puis le browser de notre dimension. Donc, si on va dans le browser, par exemple, on peut aller voir ce qui se passe, et on a bien, OK, 1, 2, 3, qui sont les différents scénarios qui à disposition. Donc, jusque-là, c'est ce qu'on connaît. Donc, nous, ce qu'on va bien pouvoir faire, c'est renommer déjà ça en quelque chose de plus parlant. Donc, on va l'appeler scénario, tout simplement, ce sera très bien. On va faire une petite entourloupe là. On va le mettre en français, comme ça on n'aura pas scénario, scénario, parce que ce sera un peu difficile de savoir où on est là dans l'exercice. Vous pouvez bien sûr l'appeler en anglais aussi, mais faites attention, on aura 2 fois le scénario, une fois l'attribut et une fois la dimension. C'est pas un problème en fait, en l'occurrence ça marche très bien, mais moi je le mets avec un accent, comme ça on arrivera à repérer si je suis en train de parler de la dimension ou si je suis en train de parler de l'attribut scénario ici. Ok, donc j'ai défini ce scénario, et puis si je vais dans la fenêtre de droite, tout en bas, on a ce qui s'appelle une name column. Et si vous cliquez dessus, spécifiez the detail of the binding to the column containing the member name. Et donc nous, on aimerait bien pouvoir avoir, plutôt que 1, 2, plutôt que la clé, avoir le membre. Et on a bien dans notre table ici, on s'aperçoit qu'on a effectivement une colonne scénario name. Alors, je reclique sur le truc, j'affiche les propriétés, je vais tout en bas, et la name colonne ici,
je vais dire que c'est le scénario name. Voilà, ça c'est déjà un premier élément. Je peux reconstruire mon cube, donc on fait, mon dimension, pardon, on fait process ici. Alors à chaque fois, il faut redéployer ça sur le serveur, puis c'est toujours calculé sur le serveur. Comme vous dit, vous n'avez rien en local dans sur votre ordinateur. Voilà, ça va assez vite de le faire. On close tout ça. Et puis, si on retourne dans le browser, alors on a toujours 1, 2, 3. Mais vous voyez, là, il nous dit un petit message, en fait. Il faut se reconnecter. Donc, chaque fois qu'on va redéployer, on se reconnecte. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire la connexion et l'actualisation. Donc, on reconnecte. Voilà, on s'aperçoit que ça a changé. Maintenant, ça s'appelle scénario ici. Et si on va dans All, on a Actual Budget Forecast. Ah ben, pas mal, on a déjà réussi à faire une première étape ici. Ok, donc ça c'est déjà bien, un premier début, au moins pour l'utilisateur ça s'affiche correctement. Et bien évidemment, si on va voir dans Excel, même chose, j'actualise, et puis je dois le ressaisir, parce qu'il a changé de nom, avant il s'appelait Key, scénario, et on a bien Actual et Budget. Alors on a un de plus dans les datasets, parce qu'on a encore un membre qui s'appelle Forecast, mais bien évidemment, si dans les données, on n'a pas mis de données Forecast dans la table de fait, forcément on a que les deux dimensions, les deux membres qui s'affichent ici. Voilà, ça c'est fait, première étape qui est réglée. Deuxième chose qu'on a, comme vous voyez, le scénario, en l'occurrence, ça va nous permettre de définir si les montants qu'on a, c'est les montants actuels ou les montants budget. Dans notre table de fait, on va récupérer une fois par jour les différentes informations pour pouvoir permettre de faire des analyses et on va bien savoir de quel type de montant il s'agit. Et donc, un des éléments qui est important, c'est que ça ne va pas être des faits qui sont additifs à travers la dimension scénario. On ne va pas pouvoir additionner le montant total actuel et le montant total budgété. Ça ne fait pas de sens. Donc en fait, la dimension amount, elle est semi-additive sur la dimension scénario. Et donc, on l'a déjà vu en classe, cet élément-là, donc on sait qu'il y a des mesures qui sont semi-additives. Comment est-ce qu'on va régler ça maintenant directement dans notre cube? Parce qu'on n'aimerait pas, bien évidemment, que nos données soient fausses en faisant des additions de ces amounts à travers tous les membres de la dimension scénario. Alors, pour le faire, tout facile en fait, en l'occurrence, on va sélectionner notre attribut scénario, et puis dans les paramètres advanced, en fait ici, on a un attribut qui s'appelle isAggregatable, ici voilà, exactement. Et donc là, on va pouvoir le dire, non, on ne peut pas agréger cet attribut ensemble, on le pose à false, en l'occurrence. Et donc ici maintenant, on a spécifié qu'on n'allait pas pouvoir faire d'agrégation. Et si vous voyez, on a un petit élément souligné en bleu qui s'affiche. Donc voilà, et il faut définir le membre par défaut. Parce que dès le moment où vous allez sélectionner cet attribut scénario, vu que ce n'est pas agrégeable, il sera obligé de pouvoir vous afficher quelque chose. Et donc, on doit spécifier l'attribut par défaut ici. C'est pas un problème, on va le retrouver dans le default member de notre dimension. Voilà, default member, voilà. Et puis, on peut spécifier le membre par défaut. On sélectionne un membre directement et on va prendre actuel. Nous, ce qu'on aime bien, c'est que par défaut, ce soit actuel qui soit pris en compte. C'est quand on utilise la dimension scénario, par défaut, on va afficher les valeurs de actuelles. Donc les valeurs, en fait, en l'occurrence, qui sont consommées plutôt que le budget en question. Voilà que ça, on est prêt. On peut redéployer ça. On fait OK, bien évidemment. On remet tout ça à jour. Voilà. Et si on retourne dans Excel, on refresh. Et vous voyez, la ligne en dessous de total vient de disparaître. On l'a plus en fait, ici. Donc on n'a plus que actuel et budget, donc il sait qu'il ne peut pas faire la somme des deux, que ça ne fait pas de sens. Et puis maintenant, en fait, en l'occurrence, si on supprime le scénario, on s'aperçoit qu'on a bien toujours le même montant qui est là. Donc il n'a pas de nouveau additionné ensemble, puisque par défaut, on ne sélectionne plus aucune dimension. Ici, on a un agrégat de l'ensemble des accounts, de l'ensemble des organisations, et en l'occurrence de l'ensemble des scénarios, mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez, je les rajoute de nouveau, on garde uniquement le montant pour le scénario actuel. Parce que de nouveau, c'est semi-additif, et puis ça ferait aucun sens. En fait, même si je ne la sélectionne pas,
de prendre le montant au total. Donc en fait, maintenant qu'on a spécifié que le membre par défaut, c'était le scénario actuel, s'il n'y a aucun membre qui sélectionne la dimension scénario, par défaut, il prendra toujours le membre actuel qu'on a défini. Et ça, c'est vraiment génial, hein, parce que ça évite toutes les erreurs. Parce que si on ne le définit pas au moment du cube, avec une mesure somme additive, ben là, on aurait un montant qui correspondrait absolument à rien du tout. En l'occurrence, on pourrait le faire par organisation, mais même chose, on aurait pour chaque organisation, si on le prend là, un montant qui ferait aucun sens si on avait additionné les montants actuels et budget. Alors qu'ici, on s'aperçoit bien qu'on n'a bien que les montants actuels qui sont là, on retombe toujours sur la même valeur ici en bas. Donc, vraiment très intéressant de faire ça. Dernière chose qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est de spécifier ce que c'est comme type de dimension. Il y a énormément de types de dimensions qui sont définis dans SQL Server. Donc, le moyen de le faire, enfin, il y a plusieurs moyens de le faire. On va faire ici à droite, on sélectionne la dimension scénario, on fait un clic droit, et puis on a Add Business Intelligence. Et donc, ça nous permet ici de pouvoir définir différents éléments. Account, ben on verra pour le truc account. Ici, en fait, on va faire la Define Dimension Intelligence. On doit définir que c'est une dimension de type scénario, voilà. Et puis après, on peut définir qu'on a un attribut scénario et puis que c'est l'attribut scénario ici derrière. On n'a pas d'attribut version, il connaît aussi en fait, hein, SQL Server. Nous, on ne l'a pas ici. OK, on définit en fait simplement le type de la dimension en question. Et on est prêt. On peut recompiler tout ça une dernière fois, de sorte à ce que notre dimension soit totalement à jour sur le serveur. Toujours même chose, on y va, on y va. Et voilà. Et donc maintenant, on a une dimension dont les membres s'affichent correctement, dont on a défini qu'elle était semi-additive, donc la mesure amount est semi-additive sur cette dimension-là, et puis on lui a spécifié les métadonnées nécessaires en disant que c'était une dimension de type scénario. Voilà, on peut fermer la dimension scénario, et on retourne sur l'affichage de notre cube. Deuxième chose qu'il faut qu'on fasse maintenant, ben, c'est de regarder pour travailler notre dimension temps. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour travailler sur notre dimension temps? Assez facile, hein. On va refaire la même chose que ce qu'on a fait avant. On sélectionne maintenant la dimension temps, on fait Edit temps, voilà, et on se retrouve à peu près dans le même cas de figure que ce qu'on avait avant. On peut commencer par la voir, c'est toujours un bon élément. On ouvre le browser, et puis on a notre date key, et on a, ben voilà, par définition, l'ensemble des dates qui sont là. De nouveau, ce n'est pas super user-friendly. Si on regarde ce qu'on a dans notre table ici, de dimension temps, on a énormément d'attributs qui sont à disposition. On aimerait bien les utiliser, hein. On a des labels qui existent, etc. Donc, notre idée, c'est de pouvoir utiliser ces différents éléments-là. Si on ne sait pas ce qu'on a, toujours la même chose, un clic droit, et on peut rouvrir l'explorateur de données, comme on l'avait fait avant, hein, pour pouvoir voir ce qu'il y a dans cette table. OK, alors, première chose qu'on va faire, on va renommer ce date key en date, tout simplement, puisque ben, c'est effectivement la date qu'on aura là. Et puis on va prendre toutes les autres clés qui sont nécessaires pour nous. On va prendre la clé du mois, on va prendre la clé du trimestre, on va prendre la clé de l'année. Voilà. On va les renommer de la même façon qu'on avait fait avant. Quarter. Voilà. Year. Et puis mois ici en bas. Voilà. Quarter, year, date et month. Très bien. On a une petite ligne bleue qui s'affiche. Voilà, il faut qu'on fasse des hiérarchies ici. Mais première chose qu'on va faire avant tout ça, c'est de définir les labels pour chacun des attributs là. Donc, bon, déjà sur le month, on va sélectionner ici le month label, hein, c'est celui qui va nous intéresser. Donc, comment est-ce qu'on fait? On clique sur l'attribut, on va tout en bas dans la liste, on prend le name colonne, et puis, dans notre cas, on va prendre le month label. Voilà, et on continue comme ça. Date, on va le faire aussi. Même chose. Date label. Le quarter, même chose. Quarter label. Un calendar
quarter label, et puis l'année également. Calendar year label, il est tout à la fin. Ah, on l'avait appelé juste calendar year et pas calendar year label, hein. Donc attention, donc c'est celui qu'on a créé au début en fait. Je l'ai appelé juste calendar year, je vais mettre label. Ok. Donc maintenant, on a spécifié en fait les étiquettes qui allaient être utilisées pour ces différents éléments. Très bien. Donc avec ça, on a une première chose de faite. Deuxième chose qu'il faut qu'on spécifie maintenant, comme son nom l'indique ici, comme il nous indique ici, voilà, create hierarchies in non-parent-child dimension. Ok, donc on va devoir créer une petite hiérarchie ici. Donc on commence par le niveau le plus élevé, l'année. On la met ici, hop, on la met ici à droite. Et puis on descend avec le trimestre, avec le mois et avec la date. On a les différents éléments d'hierarchie qui sont spécifiés ici. Il nous met une petite erreur de nous, enfin un petit hint. Il faut qu'on puisse créer, en fait, définir les éléments d'hierarchie. Ici, moi je vais leur nommer ce hiérarchie, hop, et puis je vais appeler calendar. Voilà, je trouve que c'est bien. Ok, donc j'ai mon calendrier qui est défini. J'ai toujours ma petite ligne bleue ici. Il faut que je définisse maintenant les relations entre les différents attributs de ma hiérarchie. Donc je vais dans le deuxième onglet, Attribute Relationship, et vous voyez que par défaut, en fait, il me met date, year, date, quarter et date, month. Moi, ce que je vais définir, c'est la chaîne logique pour passer de date à année, en fait, en l'occurrence. Donc date, mois, ça fait du sens. Mois, un clic droit, New Attribute Relationship, de mois, je vais aller, en fait, dans le sens inverse. Là, on commence de l'année, de la jour, pardon, et on remonte à l'année. Puis pour la hiérarchie, on va de l'année et on descend jusqu'au jour. Voilà, c'est une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc pour la date, je vais au mois, forcément. Et puis ici, on peut définir le type de relation. Alors, c'est pas super important, mais ça va nous aider, en fait, de pouvoir le faire. Hop, pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait moi. Date, voilà, de date à mois. Et puis, je vais pouvoir dire qu'ici, qu'il est rigide. Ah non, mais j'ai déjà fait le premier, attendez. De mois à quarter. Voilà, de mois à quarter. Et puis, je peux définir le type de relation et je veux dire qu'il est rigide, c'est-à-dire qu'il ne change pas au cours du temps. C'est-à-dire si on a un produit dans une catégorie, il va pouvoir changer de catégorie éventuellement. Ça veut dire est-ce que le serveur va le recalculer, en fait. C'est juste ça que ça veut dire. Si c'est rigide, en fait, il ne va pas recalculer tous les agrégats pour cet attribut-là. Et je finis par quarter à year. Voilà, et même chose, il est rigide. Voilà, et le premier il est encore blanc parce qu'on a été déjà là avant. On peut double-cliquer dessus simplement, et puis on peut dire qu'il est rigide aussi. Voilà, donc tous les attributs sont toutes les relations sont définies en tous les attributs, et on a expliqué que c'était rigide. C'est pas extrêmement important de définir qu'ils sont rigides à cette étape, mais voilà, faisons-le, comme ça c'est déjà clair. Si on retourne ici, qu'est-ce qui nous affiche maintenant? Il nous affiche qu'il ne faudrait pas avoir des attributs visibles. Ok, ça on verra après ce que ça veut dire. Maintenant, on va déjà tester en fait si ce qu'on a fait fonctionne. Donc, on va le redéployer. Et donc, chaque fois, il va renvoyer ça au serveur, il va essayer de la construire. Et là, si on fait des erreurs, typiquement, si on avait inversé mois et quarter, vous pouvez essayer, vous aurez une grosse erreur qui va apparaître, puisqu'il ne sera pas capable de définir les relations par enfant à travers cette hiérarchie-là. Voilà, on retourne dans le browser, on reconnecte. On a notre hiérarchie qui s'appelle calendar, avec les différents attributs qui sont là. Et si maintenant je l'ouvre, j'ai bien année 2005, trimestre 1, février, janvier, mars, et puis tous les jours dedans. Alors si on regarde ça, on est pas mal, on approche. On a un petit problème ici, en fait, en l'occurrence, où ils sont triés par ordre alphabétique et pas par ordre chronologique. C'est pas terrible. Donc, retournons dans notre dimension. Et puis, on va sélectionner nos différents attributs. Et on peut déterminer comment est-ce qu'ils vont être triés, tout simplement. Donc, on sélectionne la date, on remonte, et puis on a un attribut qui s'appelle order by. Voilà, order by key, pas de problème, ça fonctionne bien. Le mois, même chose. Order by name, ça c'est pas bon, du coup, c'est par la clé. Le quarter, order by name, c'est pas terrible. Par qui aussi.
et year, order by, name, key directement aussi. Et donc, c'est assez bien hein, de pouvoir avoir nos clés qui sont l'élément technique, en fait, hein, pour pouvoir identifier la manière dont on va traiter nos hiérarchies, et puis, forcément, les labels qui seront ce qui va être affiché. On génère notre cube, enfin notre dimension. On redéploie tout ça. Et c'est terminé. Voilà, on peut retourner dans le browser, on reconnecte, et puis maintenant, on a bien janvier, février, mars. Ok, c'est parfait, on est quasiment au bout. On a toujours notre petite flèche ondulée ici qui s'affiche. L'idée, en fait, c'est de dire, une fois qu'on a défini des hiérarchies, hein, dans notre browser, en fait, on est dans une hiérarchie ici, calendar, on n'a plus besoin, en fait, d'avoir ces attributs qui sont indépendants. Typiquement, si on retourne dans Excel, on actualise, on va avoir notre dimension. Ah, on n'a pas déployé tout le cube, pardon. On ajoute la hiérarchie qui a été refaite. Si on est dans Excel, bon, on va le faire directement. On déploie tout le cube. Ça ne prend pas beaucoup de temps, donc on peut se permettre de le faire. Voilà, c'est fait. On réactualise. Voilà. Et donc, si on est dans notre dimension temps, on s'aperçoit qu'on a calendar, notre hiérarchie, et puis il nous affiche plus de champs pour avoir tous les attributs possibles. Puis en fait, ce n'est pas nécessaire. En fait, finalement, on n'a que notre hiérarchie calendrier, et puis ça suffit très bien. Hein, il n'y a pas de raison de faire autre chose ici derrière. Voilà, pour le récupérer. Donc, l'idée, c'est qu'on enlève, en fait, qu'on cache tous ces attributs-là, puisqu'ils sont directement en hiérarchie, donc il n'y a pas de besoin d'y accéder en direct ici. Donc, pour ce faire, et c'est le message bleu hein, qui nous spécifie ici, donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait en fait? On va tout simplement définir qu'ils ne sont pas visibles dans la hiérarchie. Même chose, on sélectionne chaque attribut séparément, on commence par la date en fait ici, attribut hiérarchie visible, et on fait false, et on fait la même chose pour les mois, on le passe à false, on fait la même chose pour les quarters, false, et pour l'année, j'ai perdu, voilà, false. Ok, et donc maintenant qu'on a fait tout ça, ça a disparu, donc c'est magnifique, c'est ce qu'on voulait. On peut régénérer notre dimension. Voilà, et on peut déployer le cube complet. Et voilà, on est prêt, tout fonctionne. On peut aller voir dans Excel, on actualise. Voilà, et maintenant on a bien notre dimension calendrier qui est prête. Et puis dans Excel, on va garder l'affichage des autres champs, hein, même si dans une hiérarchie, ils sont toujours là, donc ça change rien spécifique dans Excel à proprement parler. Par contre, par défaut, en fait, il va nous afficher que ces éléments-là. Et ici, si on regarde, voilà, on n'a que calendar qui est affiché. Mais dans Excel, ça reste en fait, parce qu'on peut se dire, bah, dans la hiérarchie calendrier, je veux filtrer que sur l'année, puis prendre l'année 2005 par exemple. Donc c'est pour ça que ça reste là. Donc ici, c'est bon, on n'a plus qu'un seul, tout est parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La même chose que ce qu'on a fait avant, mettre un peu de business intelligence sur cette dimension-là. Alors ici, il y en aura un peu plus, forcément. Et on va lui dire que c'est une dimension temps. C'est quelque chose qu'il aime bien, d'ailleurs. Donc, dimension intelligence. Ici, on parle d'une time dimension. Et puis, on va sélectionner les attributs. Alors, faites attention, il faut en sélectionner un seul, le définir. Et après, on va faire le prochain, le définir. Si vous faites toutes les croix en même temps, en fait, après, vous ne pouvez plus les sélectionner. J'espère que c'est un bug, mais ça fait tellement longtemps qu'il est là que on va pas, voilà, ça va pas changer tout de suite. Donc ici, en fait, on spécifie simplement que notre colonieur, c'est l'attributeur, etc., etc. Ok, on est bon avec ça. On termine. Donc ça permet simplement d'avoir de nouveau les métadonnées nécessaires pour savoir que c'est une dimension temps et les différents niveaux de cette dimension temps. On est presque arrivé au bout. La dernière chose qu'on aimerait bien pouvoir faire dans notre cube, vous avez aperçu ici qu'on a chaque fois des labels en français et puis des labels en anglais pour chaque attribut qui est là. Et donc si on est dans une entreprise internationale, ben, on aimerait bien pouvoir
gérer les traductions de nos différents éléments. Et donc, on a un objet ici qui s'appelle Translation et qui va justement nous permettre de faire ça. Donc, on a les éléments dans la langue par défaut, et puis on peut rajouter en fait des nouvelles langues ici, en spécifiant quelle langue c'est. Alors nous, on va le faire en anglais. English USA. Voilà. Et puis, on peut définir la caption, en fait, ce qui va être affiché, et puis tout le reste. Donc, notre dimension ici, alors on n'a pas très bien fait, hein. On a dimension temps qui va être dimension time, et puis là, en fait, on va directement le faire en français. Donc, en français, ce sera calendrier, et puis ici, ce sera calendar. Ce sera year. Alors, bon, je l'ai fait un peu dans le mauvais sens, désolé. Quarter, month, date, et puis on va retraduire ça ici. Année, trimestre, mois et date. Mois et date. Voilà. Donc là, on a défini la langue par défaut, qui est la langue de mon système en français, et puis en anglais ici derrière. Donc ça, c'est pas mal. Et puis maintenant, on peut définir les attributs aussi. Voilà, si on clique encore dessus, on a les attributs qui ont été définis. Donc ici, on les a spécifiés en français, hein, si on reprend des sections icônes françaises. Et puis maintenant, ici, je peux faire la même chose en spécifiant la colonne anglaise. En fait, pour la date, je vais prendre le date label English. Donc en langue English. Même chose avec le mois. Donc je vais prendre le month label en anglais. Même chose avec le quarter. Donc c'est year, quarter. Il est où ça? Calendar, quarter, label anglais. Voilà. Et puis même chose avec l'année. Calendar, year, label. Voilà, avec ça maintenant j'ai défini les traductions des labels, en fait en l'occurrence, et les traductions de tous les membres qui sont ici derrière. Fantastique, je peux reprocesser tout ça. On termine, on ferme tout ça. Et si on retourne dans le browser, on actualise. Hop, on va être utilisé. Voilà. Et donc, j'ai bien ma hiérarchie maintenant qui s'appelle calendrier. Et dans ma hiérarchie calendrier, j'ai mes différents éléments qui sont en français, parce que je suis dans la langue par défaut. Et puis, si je change de langue, je dis que je suis en anglais US. Voilà, ma hiérarchie s'appelle calendar, et puis mes labels sont en anglais.